Live. Donc voilà, bon, on va maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de l'actu politique, on va discuter plus sérieusement de ce qui vous amène ce soir, j'espère, en tout cas, moi, de ce que j'avais envie de vous parler. C'est donc du coup la grosse actu politique de la semaine dernière qui était la discussion, enfin le débat Mélenchon-Zemmour, qui a eu un auditoire hyper important. J'ai regardé là, les chiffres d'audience, c'était 3,8 millions de personnes derrière leur écran pour regarder ça. C'est le deuxième meilleur score historique de la chaîne BFM TV. Donc c'est vraiment énorme en fait, qu'il y ait autant de gens qui regardent ça, alors que Zemmour est même pas encore candidat déclaré, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce débat-là, c'était Arthur me dit ça peut permettre de détruire les arguments de droitard, d'analyser les débats de la primaire LR. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'hésite à le faire. C'est le truc qui me pousse à éventuellement le faire. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que tu vois, ça va relier directement avec ce dont on va parler ce soir. Parce qu'en fait, je trouve que là, c'est au-delà du débat qu'on va regarder tout à l'heure entre Mélenchon et Zemmour, en fait, ce que ça fait ressortir comme question, c'est une question qui est très ancrée à gauche et qui est ancrée en moi aussi. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on fait face à l'extrême droite ? L'extrême droite qui est de plus en plus présente médiatiquement, etc. Est-ce qu'on les ignore ? Est-ce qu'on leur parle ou pas ? Comment, et si on parle, comment on débat avec eux ? Est-ce que c'est de l'affrontement ? Est-ce que c'est une discussion polie ? Voilà, en fait, c'est quelle stratégie adopter face à ça ? En gros, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, moi, j'avais envie de commencer par faire un petit comment dire, panorama du contexte et des enjeux politiques, médiatiques du moment sur ces questions d'extrême droite. Donc là, je précise, hein, alors je m'appuie parfois sur des faits, parfois sur des chiffres, parfois sur des travaux, mais là, il y a quand même beaucoup de mon opinion personnelle, donc vous êtes libre de pas être d'accord, et si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. En gros, je pense qu'il n'y a pas que moi qui le dis, il y a un phénomène de banalisation de l'extrême droite dans les médias depuis un certain temps. Ce serait difficile à dater exactement quand. En tout cas, dans les 20 dernières années, il y a quand même une montée des figures et des discours d'extrême droite dans les médias. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de moins en moins de réactions face à ça. Si on pouvait un peu, entre guillemets, dater un début, ce serait quand même l'émergence dans le paysage politique de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, qui, en fait, c'est intéressant de voir l'évolution de ses résultats électoraux au présidentiel. Donc je suis allé voir ça. Il s'est présenté à 4 présidentielles quand même. En 74, il a fait 0,7% en 1974. Donc c'était ses premières campagnes. 0,7%, donc score risible. En 88, donc 12 ans plus tard, on voit qu'il a sauté une élection entre-temps. Il fait 14,4%, donc là ça devient déjà très très conséquent. En 95, il fait 15%. Et il y a le fameux 2002 où il fait quasiment 17% et il se retrouve au deuxième tour face à Chirac. Et oui, et Arthur, tu viens de citer le moment de 2002 où il arrive à avoir de l'audience, ouais. Mais donc du coup, déjà, les scrutins précédents, 88 et 95, il avait déjà autour de 15%, donc là, en fait, il a gagné quoi ? Il a gagné 2-3% en 2002. Et donc le gars arrive au second tour des présidentielles. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à l'époque, Chirac, il refuse de faire le deuxième tour le débat du deuxième tour face à lui, en invoquant le fait qu'on ne discute pas avec l'extrême droite, cette extrême droite là. Il n'y a rien à leur dire. Leurs idées, en fait, elles sont tellement dégueu qu'on n'a pas à en faire la promotion, on n'a pas à l'écouter, on n'a pas à y accorder du temps. Et donc, Chirac, qui n'est pas spécialement un gauchiste, hein, ne va pas au débat du second tour. Et à cette époque-là, il y a l'intégralité
de la sphère politique qui appelle à soutenir Chirac, qui est ce qu'on appelle le Front républicain. C'était simplement une stratégie politique pour récupérer les voix de la gauche. C'est tout à fait possible. Je peux pas faire de procès d'intention à Chirac, c'est possible. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que personne ne s'est indigné de ça. Personne dans le paysage politique et médiatique a dit Chirac aurait dû y aller, c'est inadmissible, ce n'est pas respecter le jeu de la démocratie que de ne pas aller parler à Jean-Marie Le Pen, etc. Globalement, ça faisait à peu près consensus. Donc on voit qu'on n'en est pas au même stade aujourd'hui non plus, quoi. Parce que aujourd'hui, personne... en 2017, ça a semblé bizarre à personne que Macron aille débattre avec Marine Le Pen, en fait. Ça paraissait logique. Elle est au second tour, on parle avec elle. Et donc ça, c'est déjà une évolution, quoi. Et donc on voit quand même que pendant les années 80-90, il y a une montée de la médiatisation du FN. Ça sert à plusieurs choses politiquement, et d'ailleurs ça sert toujours aujourd'hui. C'est que le FN il est beaucoup utilisé, notamment par les partis libéraux, pour faire injonction à l'élection. C'est-à-dire, attention, il y a l'extrême droite en risque, on risque d'avoir l'extrême droite élue. Allez voter, il faut faire attention. Si vous votez pas, vous leur laissez de la place. C'est ça le discours, pour dire qu'en gros, si vous n'allez pas voter, vous êtes un mauvais citoyen. Et en fait, pourquoi il faut voter ? Parce que ça légitime l'élection. Forcément, quand on est élu avec 30% de votants ou avec 80 ou 90, c'est pas la même chose. Et on voit d'ailleurs récemment que les régionales avec des scores très faibles, ça embêtait un peu tout le monde. La deuxième chose à quoi ça sert, c'est aussi le fait que y a quand même quelque chose qui revient régulièrement dans les discours des modérés, des libéraux, etc. C'est les extrêmes se rejoignent. Et donc dire extrême droite, extrême gauche, c'est un peu la même chose. On prend jamais le temps d'expliquer pourquoi, ou alors vite fait en disant... si par exemple il y avait ça en 2017, c'est Marine Le Pen, elle tient des discours anti-UE, par exemple Mélenchon aussi, regardez c'est la même chose, et ça permet de faire une association, une association déshonorante entre l'extrême droite et certains candidats de gauche, et ça permet éventuellement d'attaquer leur image. Donc il y a un petit peu tout ça qui est déjà intéressant à voir comme utilisation de l'extrême droite. Au-delà de ça, en fait, sans parler des personnalités d'extrême droite, notamment des politiques qui sont invités dans les médias, il y a aussi une hausse des questions, des thématiques d'extrême droite dans les médias. Notamment, depuis une trentaine d'années, il y a eu une explosion du fait divers dans les journaux, notamment dans les journaux régionaux ou même parfois à la télévision. C'est-à-dire un fait divers, c'est juste une histoire qui se passe, un événement qui se passe. Souvent c'est quelque chose de tragique, mais ça reste des épiphénomènes en fait. Mais souvent c'est des événements qui sont marquants, choquants, etc. Et qu'on va utiliser, qu'on va instrumentaliser avec un discours qui tend à faire entendre qu'il y a de l'insécurité dans le pays. Ça, on l'a observé très nettement l'été dernier, où il y a eu plusieurs faits divers qui ont été assez violents, assez sanglants, qui sont apparus. Là, j'en ai un en tête, par exemple, il y avait l'histoire d'une bande de jeunes à une soirée... qui était parti en voiture et qui avait traîné une fille qui se baladait à ce moment-là sur plusieurs mètres en voiture, etc. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. Et en fait, tous ces faits divers, ils ont été surmédiatisés, ils ont été montés en épingle. Et c'est notamment à ce moment-là qu'on a eu des rhétoriques, par exemple, de Darmanin qui parle... c'était quoi le terme exact qu'il utilisait, Darmanin ? C'était... j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et il y avait par exemple aussi Xavier Bertrand qui parlait d'été orange mécanique. Donc voilà en fait des trucs, des termes qui en tout cas font peur.
Et en fait, c'était utilisé pour dire regardez, la société, elle devient violente de plus en plus. Regardez, on n'est pas en sécurité. Sauf qu'en fait, dans les faits, sur cet été-là, il n'y a pas eu plus à l'échelle nationale de faits de délinquance ou de meurtre que le reste du temps. Mais ces faits divers, ils ont donné de l'épaisseur au discours d'extrême droite. Donc voilà, donc les faits divers, les discours sur l'immigration, sur l'islam et sur le terrorisme, avec des couvertures médiatiques qui posent problème pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Par exemple, je pense à ce qui s'est passé après l'épisode Samuel Paty. Donc ce prof qui se fait décapiter par un jeune influencé par l'islamisme radical, etc. Le lendemain matin des faits de Samuel Paty, je me souviens, j'avais vu passer, il y avait une infographie des passages dans la matinale des médias d'à peu près toutes les radios et des télés. Et il y avait que des personnalités de droite et d'extrême droite. Il y avait Marine Le Pen, il y avait Philippe de Villiers, il y avait Jordan Bardella, il y avait Éric Ciotti. Voilà, donc que des gens qui ont le même discours. Et donc après un événement comme ça, qui est tragique, où les gens sont choqués, etc., quel est le choix éditorial qui est fait? C'est de mettre des gens de droite dure ou d'extrême droite qui vont tenir des discours sécuritaires, anti-musulmans aussi, etc. Et à aucun moment on va faire venir, je sais pas, par exemple des spécialistes des questions de radicalisation, par exemple, qui auraient pu avoir un discours d'analyse, etc. Arthur, tu dis, c'est ce qui fait de l'argent. C'est intéressant, justement, tu fais la transition avec le point d'après. C'est que, alors, il y a des choix éditoriaux qui sont faits pour des raisons idéologiques, mais effectivement, il y a aussi des choix économiques qui sont faits parce que les médias, ils fonctionnent d'une telle façon qui est qu'il y a une grosse concurrence entre eux, il y en a de plus en plus, et il y a deux choses qui sont demandées, c'est... en tout cas qui sont recherchés, c'est de l'immédiateté et ce qu'on pourrait appeler du buzz, entre guillemets. Et du coup, par exemple, il y a des dispositifs qui coûtent pas cher et qui marchent très bien. C'est par exemple les talk shows. Tu mets sur un plateau un type vénère d'extrême droite, un type vénère de droite un peu plus modéré, éventuellement quelqu'un d'un peu de gauche qui va se faire taper dessus par les deux, plus par le ou la journaliste censée être neutre. Et tu laisses ça pendant une heure, ces gens-là se balancer des fions à la gueule et parler d'un sujet auquel ils sont pas forcément experts du tout. Et ça fait de l'audience et ça coûte pas cher. La plupart du temps, les intervenants qui viennent comme ça quand ils sont invités, ils sont pas payés, ils viennent parce que ça leur offre de la visibilité. Éventuellement, ils peuvent faire de la promo pour leurs livres ou leurs idées, etc. Ça leur va très bien. Et en fait, ça coûte pas grand-chose. Alors que, par exemple, des enquêtes au long cours avec des reporters de terrain, avec des interviews et des entretiens d'experts, de scientifiques, etc., ça prend beaucoup plus de temps, ça mobilise plus de salariés, et donc ça coûte plus cher. Et en plus, ça va pas forcément faire plus d'audience. Donc, il y a un choix qui est fait aussi par le fonctionnement de l'écosystème médiatique, qui fait que on se tourne plutôt vers les talk shows, par exemple, dans le même style, qui crée pas forcément de l'information de qualité, mais qui coûte pas cher et qui est facile à faire. Il y a tout ce qui est micro-trottoir ou appel des auditeurs. C'est-à-dire, il y a un sujet qui fait débat en ce moment dans la société, qui est un peu clivant, etc. Plutôt qu'essayer d'aller réunir des informations, des sources assez sérieuses, éventuellement inviter une chercheuse ou un chercheur qui a pas mal bossé sur le sujet, on va faire un micro-trottoir, donc on va envoyer juste un type dans la rue qui pose la même question à tout le monde au coin du trottoir. Ça prend 1 minute d'intervention par personne, ils compilent ça, ils mettent 4 ou 5 personnes qui parlent avec des avis un petit peu contradictoires. Et en fait, voilà, t'as fait ton émission, enfin t'as fait ton petit reportage, ça a pris 1 heure au mec qui allait dehors, ça a pris 1 heure à dérocher, monter, et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les micro-trottoirs du matin, ils passent sur l'émission du midi. En fait, c'est du traitement instantané des recherches, en fait.
RMC, BFM TV est le parfait exemple. Ouais, bah ouais, et ils font beaucoup ça. Et quand ils font pas ça, ils font l'appel des auditeurs, c'est encore plus simple. Ils mettent leur numéro et les gens appellent pour donner leur avis. Donc eux, ils ont même pas envoyé quelqu'un dans la rue. Et en plus, quand t'as déjà une ligne éditoriale qui fonctionne depuis un moment, et bah t'as forcément un effet qui fait que les gens qui te suivent sont plutôt acquis aux idées que tu as. Et donc, en fait, si tu bosses dans un média qui a plutôt une ligne de droite et où tu tiens régulièrement des discours de droite, tu vas avoir cet auditoire-là. Tu vas poser une question de société en disant qu'est-ce que vous en pensez les gens. Les gens, ils vont dire des trucs de droite. Et le gars va conclure ah bah vous avez vu, la société, elle part à droite. C'est aussi ça qui fait ce traitement médiatique-là. Et salut Oberoun qui dit des trucs gentils, donc merci, c'est gentil. Et ça fait gagner de l'argent, les appels c'est payant. Je sais pas si les appels des... Je pensais que les appels des auditeurs, au moins c'était pas surtaxé, mais si c'est le cas, c'est vraiment un truc de bâtard quand même. Donc voilà, donc ça c'est aussi comment les médias fonctionnent. D'ailleurs moi je vous invite, si ça vous intéresse, à lire Bourdieu à ce sujet-là, qui a écrit par exemple aussi un bouquin qui s'appelle Sur la télévision, et qui a écrit plusieurs articles de sociologie des médias. Et en fait ce qu'il explique c'est intéressant. Il parle à la fois de ce que je viens de vous parler là, et au-delà de ça, il explique aussi que lui, en tant que chercheur et intellectuel, ça le rebute d'être invité à la télé, parce que les formats qu'on lui propose ne lui permettent pas de développer sa pensée. En fait, on a des questions auxquelles on nous enjoint de répondre vite. Si on fait un tunnel qui dure plus de 2 ou 3 minutes, on nous coupe. Parce que en fait, on a peur de perdre de l'attention. C'est des formats assez courts, généralement. Un interview, c'est rarement plus de 50 minutes. Et parfois même on a des contradicteurs qui fait que on peut se faire attaquer même de façon personnelle et même pas sur son discours de fond, on n'a pas le temps de développer, etc. Et ça fait qu'il y a plein de gens qui aiment pas faire, enfin en fait plein d'intellectuels qui ne veulent plus aller dans les médias, notamment des intellectuels de gauche. Je pense par exemple à un type comme Lordon qu'on a beaucoup parlé aussi. Wesh, bien. Je sais pas qui c'est. Salut, du coup, en tout cas. En plus, alors, Oberoun qui dit en plus, c'est un puissant vecteur de façonnement d'une idée de la France, les micro-trottoirs. Facile de garder ce qu'on préfère, facile à faire, et en plus, les spectateurs s'identifient bien. Tout à fait. Et c'est comme aussi les sondages intramédias. Par exemple, typiquement, après un débat style Zemmour-Le Pen, Zemmour-Mélenchon, pardon. Pourquoi je fais ce lapsus, ça je ne sais pas. Si t'as, je sais pas moi, Sud Radio qui a une ligne très 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 à droite et donc du coup un public très à droite fait un sondage pour dire selon vous qui a gagné, les gens voteront Zemmour parce qu'ils sont d'accord avec lui de base, et donc du coup facile de dire oui Zemmour qui gagne son discours, qui gagne son débat. Et c'est comme ça aussi qu'on façonne une opinion, soi-disant une opinion publique, on la crée en fait parfois de toutes pièces, tout simplement. Et pour en revenir à Bourdieu, pour pas me perdre, ce qui est intéressant aussi sur son traitement des médias, ce qu'il explique très bien aussi, c'est la sociologie des médias. C'est-à-dire que, alors, il y a dans les médias, il y a à la fois des gens qui sont très précaires, ceux qui bossent entre guillemets au bas de l'échelle, notamment les pigistes qui sont payés à l'article, qui sont donc du coup dans des situations qui sont très précaires, qui font que quand t'es payé à l'article, et bah t'as pas le temps de forcément faire des vérifications de ouf ou du travail hyper de fond. Il faut que tu produises et que tu produises vite parce que t'as besoin de gagner ta croûte en fait. Et donc du coup ça te pousse pas à faire un travail de qualité. Et donc ça crée justement des articles qui sont pas toujours vérifiés, où tu vas copier-coller ce qui est passé dans un autre média alors que t'es même pas sûr que ce soit vrai. Et au-delà de ça, à l'autre côté de l'échelle médiatique, il y a les gens qui prennent la lumière, les présentateurs, les présentatrices, les éditorialistes, etc., qui, eux, ont des positions où ils sont extrêmement bien rémunérés, où ils ont des hauts niveaux de reconnaissance. Donc, c'est des postes qui sont extrêmement recherchés. Et pour faire ça, il faut avoir fait des écoles de journalistes qui coûtent cher, qui sont élitistes, en plus, quand tu veux bosser dans des médias nationaux, il faut vivre à Paris. Et donc ça fait que ça crée un entre-soi bourgeois, parce que
En fait, quand tu es déjà journaliste, tu gagnes beaucoup d'argent. Généralement, pour avoir pu y aller, t'as dû avoir des études qui ont coûté cher, un capital culturel qui est important. Donc, tu as beaucoup de gens qui viennent de la bourgeoisie, qui vivent à Paris, et donc ça crée des biais dans la façon de traiter des sujets. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive avec des mouvements sociaux qui sont toujours traités à travers les répercussions sur les... Par exemple, quand il y a une grève de la SNCF, on va passer plus de temps à interviewer des usagers mécontents de ne pas avoir pu prendre leur train, ou de faire un gros plan sur quelqu'un qui balance un caillou, plutôt que de parler des causes profondes de pourquoi il y a cette réforme-là, et pourquoi il y a des raisons de s'indigner face à ça, et pourquoi la grève c'est important, et historiquement ça a amené des victoires, et que c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à faire grève, etc. Bah non, en fait, comme ils sont... Enfin, la bourgeoisie est majoritairement conservatrice, et sur toutes les questions sociales, elle va plutôt pencher vers la droite. Et ça va aussi jouer en défaveur de la gauche qui va avoir du mal à développer ses idées, et donc ça laisse aussi l'extrême droite en profiter, parce que vaut mieux parler d'immigration et d'insécurité que d'inégalité sociale, lutte pour les droits civiques, etc. Donc voilà, il y a tous ces biais-là. Et il y a un dernier biais qui est le financement des médias. Alors faut pas tomber à travers une lecture entre guillemets qui pourrait être complotiste en disant il y a un discours en mode il y a une élite qui contrôle les cerveaux parce qu'ils achètent tous les médias, etc. etc. Par contre, effectivement, y a des influences qui sont réelles. Effectivement, la plupart des gros médias sont détenus par des milliardaires. Évidemment, sachant qu'en plus, une partie des médias aujourd'hui, notamment la presse écrite, il y en a une bonne partie qui n'est pas rentable, qui ne fait pas gagner d'argent. Si on les achète, c'est qu'il y a bien une raison, c'est aussi pour défendre des opinions. Ça veut pas dire que, je sais pas moi, par exemple, Lagardère, qui détient un certain nombre de médias, c'est pas pour autant que lui, il va téléphoner tous les matins à ses journalistes pour dire eh oh, il faut que vous parliez de ci, il faut que vous parliez de ça. C'est vachement plus complexe que ça. Déjà, en fait, il y a une autocensure qui existe, tout simplement parce que quand tu es journaliste et que tu as des ambitions professionnelles que tu as envie de monter, des fois tu vas t'auto-censurer, tu te dis je vais peut-être pas aller sur ce sujet-là parce que peut-être que je vais me faire mal voir et donc ça va pas avancer mes intérêts. Autant il l'aurait fait, il se serait rien passé, mais c'est une possibilité. Merci Mazel Mae d'avoir follow la chaîne, c'est sympa. Donc il y a ça qui existe. Et après, il y a aussi un biais qui est le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens sur les médias, ils disent exactement ce qu'ils pensent, mais ils ont été recrutés parce qu'ils le pensent, notamment les éditorialistes. Si vous avez des intérêts de patron à défendre, si vous embauchez Christophe Barbier, vous savez qu'il va le faire très bien et vous n'allez pas avoir besoin de lui passer un coup de téléphone pour lui mettre la pression. Il le fera de son propre fait parce que c'est ce qu'il pense. Il a une idéologie qui est pro-patronale, le type. Donc, forcément, ça a aussi une influence sur les médias, le fait qu'il y a pas mal de milliardaires qui détiennent les médias. Ça, c'est pas favorable à la gauche. Alors, il y a une partie des propriétaires de médias qui sont pas pour autant d'extrême droite. Ils sont plutôt de libéral, centre-droit, droite, quoi. Il y a Gang07, les médias ont des lignes éditoriales dictées par le haut du panier et malheureusement les bonnes nouvelles ne font pas le bis, donc moins d'argent. Ouais, bon, il y a aussi des questions effectivement de quête de l'auditoire, notamment par exemple, là j'allais en venir à ça, il y a, donc ce que je voulais dire juste avant, pardon, pour pas me perdre. Il y a une partie des patrons de presse qui sont pas d'extrême droite. Néanmoins, ces dernières années, il y a plusieurs médias d'extrême droite qui sont en train d'émerger. Pour la presse écrite, il y a Valeurs Actuelles. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Gang07. Valeurs Actuelles, c'est un média qui a bien 20 ou 30 ans. Bon, à l'époque, il y a une époque où c'était plus vraiment consacré à des questions économiques. Et depuis quelques années, c'est un média qui se vend très bien. Mais aussi, c'est un média qui a des unes sensationnalistes.
c'est toujours des titres très criards avec des couleurs qui pètent aux yeux et toujours avec des images qui font flipper, avec des titres qui sont hyper sujets à la polémique, etc. Salut Guigui. Et donc du coup, ça marche bien. De fait, à partir du moment où ils ont mis en place cette stratégie-là, ils ont eu une grosse augmentation de leur vente de papier. En tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est un média qui commence à peser dans la presse écrite et qui a clairement une ligne d'extrême droite. Pour l'espace radio, on a Sud Radio aussi, qui est à peu près sur la même ligne que ça. Et notamment, ils jouent beaucoup sur des mécaniques de buzz. Par exemple, là, depuis le Covid, ils invitent énormément de gens qui ont des discours complotistes sur le Covid, qui vantent des médecines qui sont plus ou moins douteuses, parce que aussi ça marche, ça fait de l'audience, etc., et que ça ramène des gens vers leurs idées. Et en fait, quand on parle de médias d'extrême droite aujourd'hui, on est obligé de parler de CNews, qui est la chaîne de télé qui monte énormément. Elle a gagné énormément de parts d'audience ces derniers temps. Je crois c'est la deuxième en fait chaîne d'info après BFM TV, et elle a vachement rattrapé le retard. Et en fait, CNews, c'est l'ancien iTélé qui a été racheté par Vincent Bolloré. Et ça, c'est intéressant parce que là, vous voyez, Vincent Bolloré, je trouve que c'est l'exemple parfait de la collusion entre des intérêts économiques de grands patrons et des intérêts d'extrême droite. Bolloré, de base, c'est pas un mec qui a fait fortune dans les médias. Il est riche depuis très très longtemps. Et lui, en fait, la majorité de ses affaires, il les fait en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, où en fait, il fait tout un tas de choses différentes. Moi, par exemple, un exemple que je connais plutôt bien, c'est au Cameroun. Il a beaucoup de plantations d'huile de palme. Mais aussi, par exemple, il y a, au Togo ou dans d'autres pays, il a des partenariats avec les gouvernements pour développer des lignes de train, pour développer des zones portuaires, etc., le commerce extérieur, tout ça. Donc il a énormément d'intérêts qui sont placés en Afrique. Et en fait, quand on creuse un peu l'impact de ce qu'il fait, c'est extrêmement critiquable parce que, bon, déjà, il bosse avec tous les dictateurs africains, et globalement, il est très pote avec eux. En fait, il y a un impact écologique et social de ces activités qui sont terribles. Je parlais des plantations d'huile de palme. En fait, les villages qui habitent autour, ils ont vécu une déforestation, une pollution des eaux, etc., qui fait que, en fait, c'est aujourd'hui grave la merde de pouvoir vivre à côté de ces plantations-là. Et donc, ça les a mis dans des conditions très compliquées. Et donc pourquoi je parle de ça ? Parce que Bolloré, depuis quelques années, il rachète des médias, notamment il a racheté Canal+. Pourquoi il a racheté Canal+? Parce que Canal+, en fait, c'est le média français le plus diffusé en Afrique de l'Ouest, donc là où il a tous ses intérêts économiques. Et donc il a tout intérêt à ce que, en plus, Canal+, qui reste un média avec un discours très proche de la doxa dominante sur plein de questions, mais qui avait un petit côté piquant, un petit côté impertinent, un petit peu de gauche parfois, et parfois qui faisait des enquêtes, parfois qui faisait des choses de qualité, qui pouvaient dénoncer certaines choses, etc. Et là, il prend le contrôle du média qui a le plus d'influence en Afrique de l'Ouest, et donc il va pouvoir imprimer sa ligne éditoriale. Et lui, pour le coup, Bolloré, il a un système qui est différent de plein de patrons de presse, c'est que lui, il s'occupe de ce qui se passe dans les médias. C'est-à-dire que lui, il passe des coups de fil, lui, il vire des gens, lui, il impose des sujets. Et chaque fois qu'il rachète un média, il y a une grande razzia qui est faite et il y a plein de gens qui se cassent. De force ou parce qu'ils en ont marre, quoi. Et donc, il a racheté Canal+ dans un premier temps, puis il a acheté D8 qui est devenu Direct8 qui est devenu C8 du coup, et il a racheté ensuite iTélé qui est devenu CNews. Et avec tout ça, il a une putain d'influence. Par exemple, pour revenir sur Canal+, il y a il y a une série de documentaires qui s'appelle Effet Papillon qui bosse sur plein de sujets. Et ils ont sorti un sujet sur le Togo.
et notamment sur certains liens entre Faure Gnassingbé, qui est le président slash dictateur du Togo, et d'autres intérêts économiques, et notamment en fait ça touchait Bolloré, et Bolloré a fait censurer cet effet papillon là, c'est à dire qu'il est plus trouvable sur la chaîne, dans les trucs de replay, etc. Il a aussi licencié pas mal de gens qui, par exemple, il y a quelques mois, il y a Sébastien Toen, un humoriste qui a parodié Pascal Praud, qui est un peu un journaliste vedette de la chaîne CNews, et qui passe son temps à tenir des propos d'extrême droite archi chaud. Sébastien Toen s'est un peu foutu de sa gueule pour le dénoncer, et 2 jours après, il était viré pour ça. Donc Bolloré, il fait le ménage, il impose sa ligne éditoriale. Et donc, dans ce contexte-là, on comprend aussi quelles mécaniques font que l'extrême droite gagne de l'influence sur la sphère médiatique. Pourquoi je m'attarde un peu là-dessus? Parce que vous le savez sûrement, mais CNews, c'est la chaîne dont l'éditorialiste star, c'est Éric Zemmour, qui a son émission le soir, je sais plus le nom, avec Christine Kelly, où il tient ses discours toujours plus dégueulasses les uns que les autres, et où il peut parler tranquillement. Et là où c'est encore plus ouf, c'est que Zemmour, pour ce qu'il a dit, il a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale, etc. Et en fait, Bolloré paye les amendes des procès de Zemmour. Donc là, on voit que Bolloré soutient Zemmour à fond, et il a envie qu'il continue à maintenir son influence sur la sphère médiatique, etc. Et donc, est-ce que c'est vraiment étonnant pour quelqu'un en fait qui fait perdurer la France-Afrique, une partie du mouvement, une façon du néocolonialisme entre guillemets, avec ses intérêts économiques sur l'Afrique? Est-ce que c'est étonnant de voir quelqu'un comme ça qui a envie de faire monter des idées d'extrême droite, notamment avec des gens qui vont s'attaquer très violemment au discours des coloniaux, etc. Ça paraît logique en fait, justement. Alors, je vois que l'heure avance, et je suis hyper en retard sur ce que j'ai prévu de dire, donc je vais un petit peu accélérer. Si vraiment c'est pas clair ce que je dis, vous m'arrêtez. Et Giggs, tu dis, et il doit aussi bien payer le CSA pour pouvoir garder ce zouave à l'antenne. Je pense pas que honnêtement, je pense que ça se saurait s'il y avait des sous qui étaient donnés au CSA. Ça me paraît gros. Le CSA a d'ailleurs sanctionné quand même plusieurs fois CNews, hein, donc ça me paraît improbable quand même. Du coup, juste pour terminer, donc là moi j'ai parlé de l'influence médiatique qu'il y a eu, comment dire, l'impact des médias et du fonctionnement des médias aujourd'hui, et ce qui permet à l'extrême droite d'exister. Mais il y a aussi en fait une responsabilité qui est imputée à tout un tas de partis politiques. En fait, avec le fait que ces sujets-là ont pris de plus en plus de place dans les médias, et que les scores électoraux du FN puis du RN n'ont fait qu'augmenter, ça a attiré la convoitise d'autres partis politiques qui se sont dit: on va droitiser notre ligne, notre discours, pour pouvoir récupérer des parts électorales, pour pouvoir vivre dans l'espace public, etc. et l'espace médiatique. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Je vais commencer par le PS. On parlait en 2002 de la victoire de la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen. En fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en 2002, déjà à l'époque, les médias, ils avaient imprimé un peu la cadence sur les questions sécuritaires, notamment quelques semaines avant le scrutin. Il y avait un fait divers je sais plus le nom du type, mais d'un vieux monsieur qui s'était fait agresser chez lui par une bande de jeunes, qui s'était fait séquestrer, voler, etc. Et en fait, on en avait énormément parlé dans les médias, et ça avait ému tout le monde, et ça donnait un peu la possibilité de dire: oh, regardez, on vit dans un monde d'insécurité, etc. Et en fait, à cette époque-là,
il y avait Chirac qui était président, mais on était, comme l'Assemblée nationale était majoritairement dominée par le PS, on était dans un gouvernement de cohabitation. Ça veut dire que c'était Lionel Jospin, un peu le boss du PS à cette époque-là, qui était Premier ministre. Et il y avait eu beaucoup de critiques envers Lionel Jospin qui disaient qu'il était trop laxiste, que la police faisait, on donnait pas à la police le moyen de faire son travail, que en gros on laissait les délinquants faire ce qu'on veut, etc. Discours classique de droite sur l'insécurité. Et quelle a été la réponse de Jospin face à ça? Plutôt qu'avancer des idées de gauche et dire en fait c'est pas en mettant plus de flics ou en mettant des peines plus lourdes de prison ou d'amende, etc., qu'on lutte contre l'insécurité, mais c'est en luttant contre, et ce que prouvent toutes les études d'ailleurs de sociologie, en fait comment on lutte contre la délinquance, la criminalité, etc., bah, en luttant contre les inégalités sociales, avec plus de services publics, avec une école pour tous, avec une insertion dans l'emploi pour tous, avec des programmes d'aide sociale pour ceux qui sont en galère, etc. Et au lieu de tenir ce discours-là de gauche, et ben Jospin, il a été conseillé, on lui a conseillé de mettre l'accent sur les questions sécuritaires. Et on voit que ça n'a pas fonctionné puisque c'est une première fois depuis longtemps, le PS n'est pas au second tour des élections. Et on se retrouve avec un duel droite contre extrême droite. Parce qu'en fait, quand tu vas sur les thématiques de la droite et de l'extrême droite, tu ne peux pas gagner en défendant un parti qui se présente en étant de gauche, ce qui est contestable vis-à-vis du PS. Tu peux pas gagner parce qu'en fait, tu vas sur les terrains de ton adversaire, et ton adversaire, il sera toujours plus fort là-dessus, il tapera toujours plus fort. Forcément, en fait, vous avez envie d'avoir l'original, pas la copie. C'est un peu ça l'idée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jospin, à l'époque, il était conseillé par Manuel Valls, déjà, qui était son conseiller médiatique. Et donc Manuel Valls, plus tard, pendant le mandat de Hollande, quand il est passé Premier ministre, il a mis en place, et quand il était ministre de l'Intérieur, une droitisation des pratiques, avec par exemple un durcissement du maintien de l'ordre face aux mouvements sociaux. Il a mis en place... Enfin, il y a eu à cette époque-là tous ces débats dégueulasses, hyper racistes sur l'affaire Leonarda, la déchéance de nationalité, etc., etc., etc. Course à la surenchère sécuritaire. Et moi, je pense que ça donne du grain à moudre à la droite et que c'est une très mauvaise stratégie. Voilà, donc on a ça. À l'UMP, puis aux Républicains, on a eu sous Chirac le ministre de l'Intérieur Sarkozy, qui a emprunté beaucoup de thèmes à Le Pen et qui a hyper droitisé son discours, avec des discours très agressifs sur les banlieues, les jeunes, les cités, la délinquance, etc. Puis quand il était président aussi. Aujourd'hui, on voit que Macron, c'est pareil. Notamment avec la place qu'il donne à Darmanin dans son gouvernement, qui tient des propos toujours plus islamophobes. Donc voilà, il y a tous ces personnes-là qui vont de plus en plus attraper des éléments de discours de l'extrême droite, qui leur font des clins d'œil, notamment à leur électorat, pour essayer d'en récupérer une partie. Et pour finir, sur les candidats qui se disent de gauche, il y a aussi par exemple le candidat qui est au deuxième tour de la primaire des écolos, Yannick Jadot, qui va à la manifestation des flics, des syndicats d'extrême droite là, il y a quelques mois. Fabien Roussel, qui est le premier secrétaire du Parti communiste français et qui est candidat à l'élection présidentielle, il va aussi à la manif de flics, en tenant des discours plutôt en faveur des flics, etc. Anne Hidalgo, qui est probablement la candidate PS pour les élections présidentielles, elle a soutenu la proposition de loi sécurité globale de Macron, qui en gros permettait une restriction des libertés des médias sur la couverture des mouvements sociaux, qui interdisait qu'on puisse filmer les flics, etc., etc. Donc voilà, il y a toute une partie de la gauche molle qui va aussi vers ces campagnes, vers ces discours de droite, pro-flic, etc. Et là, ça me permet de faire une transition. Tout ça, en fait, j'ai envie de parler d'un concept que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la fenêtre d'Overton.
En gros, la fenêtre d'Overton, c'est en gros tout le champ des idées qui puissent être entendables et acceptables dans l'espace public. En gros, si aujourd'hui je tiens un discours, par exemple, qui légitime le retour à l'esclavage, par exemple, des Noirs, c'est inacceptable. Déjà, ça passe sous le coup de la loi. Et ça choquera la très grande majorité des gens qui vont m'entendre, parce que ça sort de la fenêtre d'Overton. C'est considéré comme une pensée qui est immorale, qui est inacceptable et qui n'est pas adaptée à l'évolution des idées politiques de notre société. Et en fait, cette fenêtre d'Overton, elle bouge constamment. Parce qu'en fait, il y a quelques siècles, le discours légitimant l'esclavage, il passait crème, en fait. Et des discours qu'on entend aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans, ils seront inacceptables, inentendables. Et en fait, ça bouge en permanence. Et ça bouge parfois à gauche et parfois à droite. Et en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de matraquage médiatique sur des sujets d'extrême droite, ça rend ce qu'ils disaient. Les premières fois qu'on entend ce qu'ils disent, c'est extrêmement choquant. Et au fil du temps, en fait, ça devient quelque chose de quasiment banal. On s'y habitue, on se choque moins. Et donc, en fait, on va y réagir de façon moins virulente. Et la fenêtre d'Overton, elle va se décaler très légèrement, très progressivement vers leurs idées. Et du coup, les idées du camp adverse, elles, ce sera plus loin. C'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui avec un type comme Mélenchon qui est présenté comme un candidat d'extrême gauche. Les gens qui sont... Il y a une extrême gauche politique en France, elle existe. Il y a des partis comme Lutte ouvrière, comme le nouveau parti anticapitaliste, qui ont des propositions d'extrême gauche qui sont pas celles de la France insoumise et qui sont pas celles de Mélenchon. Ça veut pas dire que Mélenchon, ça constitue déjà ce qu'il propose, une rupture avec un discours dominant. Mais en fait, le discours part tellement à droite que Mélenchon est considéré comme quelqu'un d'extrémiste. Et en fait, des personnes comme Poutou, Besancenot, Nathalie Arthaud, ils sont invisibles médiatiquement parce qu'eux, ils existent même plus dans le champ politique, alors qu'ils ont des idées que ne défend pas la France insoumise. La France insoumise, elle défend pas la fin de la propriété privée, elle défend pas l'interdiction des licenciements, je parle sur des questions purement économiques et sociales par exemple, quoi. Arthur, tu dis l'extrême gauche et Poutou. Ouais, en partie, par exemple, sur les questions de politique entre guillemets institutionnelle, parce qu'après, il y a toute une partie de l'extrême gauche, notamment de l'extrême gauche militante, qui a aucun relais médiatique, et qui n'existe pas dans le discours public, en fait. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, on va un peu avancer. Comme d'habitude, je suis hyper en retard. Écoutez, c'est pas grave, je suis plutôt en forme aujourd'hui, donc je pense que je vais streamer assez tard. Peut-être que vous serez parti au bout d'un moment. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer assez longtemps. Et au cas où, j'en profite juste pour faire une petite transition avant de continuer. Au cas où vous n'ayez pas le temps de regarder tout jusqu'au bout et vous dites « Ah là là, c'est con, j'aurais bien aimé voir la fin quand même », je vous mets tout de suite le lien de ma chaîne YouTube où je poste toutes les rediffusions de mes streams. Hop, il est dans le chat. Merde, je vous ai mis un lien un peu long. Mais voilà, en gros, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube où il y aura tous les rediffusions des lives. Généralement, je les mets dès le lendemain. Donc voilà. Donc je continue. Alors, qu'est-ce que tu dis, Arthur? Même mon prof de géopolitique au lycée dit que Mélenchon n'est pas d'extrême gauche, contrairement aux médias qui essaient de le décrédibiliser. Oui, mais après, en fait, et d'ailleurs, être d'extrême gauche, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est pas une insulte, hein, moi je me considère d'extrême gauche, on me le dit, y a pas de souci. Mais en fait, c'est un champ de pensée qui est délimité, qui s'explique par des thèmes, par des positions. Mais en fait, juste Mélenchon, c'est pas le cas, et c'est pas grave. Mais oui, effectivement, t'as raison, dans les yeux des gens, oui, et ça peut être dit comme une façon de décrédibiliser, effectivement. Désolé, je suis un peu malade, j'ai un peu la gorge fatiguée. Du coup, on va avancer.
euh, on va avancer et on va parler des enjeux de ce débat-là, du débat Mélenchon-Zemmour, et dans quoi ça s'inscrit en fait. En fait, ils ont chacun les deux personnes ont chacun des intérêts personnels à participer à ce discours-là. Concernant Zemmour, c'est un type qui a une très grosse surface médiatique depuis quelque temps, mais en position d'éditorialiste. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas encore candidat officiel à la présidentielle, mais en tout cas, il y réfléchit sérieusement. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été un mec qui vient sur les plateaux de télé pour donner son avis sur l'actu, ou sur d'autres politiques, ou de l'analyse, mais il a jamais eu de présence médiatique pour faire des propositions, à part dire renvoyer tous les Arabes chez eux, ce pourquoi il était condamné d'ailleurs, et tant mieux. Donc, lui, ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de paraître présidentiable, de gagner de la crédibilité, et donc d'avoir l'impression, il faut qu'il ait l'impression que ce soit quelqu'un qui soit capable d'avancer des propositions. Et en fait, le fait de parler avec un mec comme Mélenchon, qui est un des acteurs de gauche les plus médiatiques ces 20 dernières années en France, ça a énormément d'importance pour lui, ça le légitime. Le fait de parler à quelqu'un qui a été 4e aux dernières élections présidentielles, qui est chef de la formation politique de la France Insoumise, qui est un peu la formation ennemie pour Zemmour, en tout cas une des formations qui l'attaque le plus, ça va dans son sens, ça va dans son intérêt de pouvoir avoir ce débat-là. Pour Mélenchon, lui, l'intérêt, c'est plutôt de dire... en fait, il a lancé sa campagne très tôt, comme il a l'habitude de faire. Et lui, il le dit toujours, et il y a plein d'observateurs médiatiques qui disent souvent ça, et de la vie politique qui disent, ce qui compte, c'est pas tant les chiffres des sondages, c'est la dynamique. C'est-à-dire que les chiffres sont rarement justes à 100%. Par contre, les dynamiques sont importantes. C'est-à-dire que si, pendant la campagne, on voit que vous avez des sondages qui montent, même si vous passez que de 5 à 10% d'intention de vote, ça veut pas rien dire. Et donc du coup, avoir une dynamique qui va dans le bon sens, c'est important pour que sa campagne puisse réussir. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est présenté, où il a annoncé sa candidature, ça fait déjà plusieurs mois, il tournait plutôt dans les sondages autour de 10-11% d'intention de vote. Aujourd'hui, il est plutôt à 8%, notamment parce qu'il y a plus de candidats de gauche déclarés. Et donc, lui, il a besoin d'inverser cette dynamique-là, et il a besoin de se mettre en valeur politiquement. Et pour ça, se présenter en tant que champion de la gauche face à Mélenchon, face à Zemmour, pardon, c'est une très bonne idée parce que Zemmour, c'est un repoussoir de quasiment tout le corps électoral de gauche. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens à gauche qui ont des positions qui sont pas compatibles avec Mélenchon, mais ils peuvent quasiment tous se mettre d'accord pour dire que Zemmour, on n'en veut pas. Et donc, lui, c'est le fait que ce soit lui qui prenne, entre guillemets, ses responsabilités de l'affronter, de le confronter, etc., ça peut lui donner une certaine surface médiatique, une certaine légitimité à gauche. Et au-delà de ça, sans parler des intérêts personnels, Mélenchon, c'est quelqu'un qui se réfère beaucoup à l'histoire, beaucoup au courant de pensée politique qu'il a pu avoir, etc. C'est quelqu'un qui a quand même un sens des responsabilités et qui a conscience qu'il y a un contexte de montée de l'extrême droite, ce dont je parle depuis à peu près une heure là. Il a bien conscience de ça et il se dit je vais le dénoncer, je vais le confronter, je vais essayer d'éteindre ça. Salut Détecto. Aujourd'hui, la meilleure attaque contre les pensées des gauches, c'est de les assimiler à du gauchisme. Alors ça, je pense que ce sera l'objet d'un de mes prochains lives, enfin pas tout de suite, mais je pense que je ferai une émission spéciale consacrée à qu'est-ce que ça veut dire la gauche, qu'est-ce que ça veut dire la droite, et pourquoi de moins en moins de gens se définissent comme de gauche alors qu'ils n'ont pas pour autant des idées de gauche. Ce sera un des sujets dont je traiterai, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais ouais, intéressant. Donc voilà, un petit peu pour les positions des deux personnes. C'est intéressant donc du coup de rappeler aussi leurs intérêts personnels là-dedans et leur positionnement vis-à-vis de tout ça. Ce qui est un peu plus... comment dire ? Ce qui est un petit peu plus difficile pour Mélenchon, c'est qu'il a une partie du corps politique, enfin une partie de la gauche, et plutôt une partie même de l'extrême gauche,
qui pense qu'en aucun cas il faut débattre avec l'extrême droite et que c'est politiquement une mauvaise chose que de le faire. Alors il y a un article assez long et qui est très complet et qui résume très bien le pourquoi de ça. Je vous mets le lien dans le chat. Je vais faire un résumé rapide. Mais si vous êtes intéressé par le lire plus tard, je vous le conseille. Parce que si, en fait, récemment, là, j'ai entendu quelqu'un sur YouTube qui, en gros, disait oui, en fait, il y a une partie de la gauche qui veulent pas que Mélenchon parle à Zemmour, c'est de la cancel culture. Bon, ça, c'est visiblement quelqu'un qui n'a rien compris à la pensée, en tout cas à certaines pensées de la gauche, et qui comprend pas comment ça fonctionne. En gros, je vais vous donner rapidement quelques arguments qui peuvent être utilisés pour justifier le fait que pourquoi il faut pas parler avec l'extrême droite, pourquoi il faut pas avoir de débat avec eux. Déjà parce que, parler avec eux, c'est une façon de les légitimer. Ça veut dire que si j'accorde une discussion à mon adversaire qui est d'extrême droite, c'est une façon de considérer que son opinion, elle peut être entendable, elle peut être discutée, on peut considérer son projet politique, son projet de société. Or, en fait, il y a toute une partie des gens de gauche qui disent, mais en fait, les projets d'extrême droite, les projets de société qu'ils portent, c'est tellement mortifère, c'est tellement dangereux. En fait, c'est pas discutable. Il n'y a rien à en dire, il n'y a rien à en écouter. On sait que c'est dangereux. Alors, on pourrait me dire que c'est juste du blabla. Et je vais pas expliquer pourquoi, parce que sinon je vais perdre trop de temps maintenant, mais je pense qu'on aura plus tard le temps de revenir dessus. En tout cas, il y a des gens qui considèrent juste que c'est un projet de société qui est pas digne de notre attention et de notre considération, et donc en fait on n'a pas à écouter ça, on n'a pas à donner de la place à ces gens-là. En plus de ça, il y a l'idée de dire, si je parle avec des gens d'extrême droite, je leur donne la possibilité de dérouler leur thème, et de toucher, de gagner de la visibilité, de toucher peut-être une partie de mon audience, des gens qui sont venus pour m'écouter moi, et qui vont les entendre eux, et les entendre dire des trucs qui puent la merde, des pensées réactionnaires, qui sont hostiles aux étrangers, qui sont misogynes, qui sont homophobes, etc., qui sont autoritaires, etc. Et en fait, il y a ce que je vous expliquais tout à l'heure, la fenêtre d'Overton dont je vous ai parlé, donc l'idée de le périmètre des opinions qui peuvent être entendables en société. En fait, le fait de toujours leur laisser de la place et de la visibilité, etc., ça va progressivement décaler la fenêtre d'Overton du mauvais côté, de leur côté. Et donc le simple fait qu'ils parlent de leur thème, c'est déjà et que nous on accepte d'en parler avec eux, ce serait déjà une défaite de la pensée, d'une certaine manière. Et il y a aussi une autre chose qui s'appelle la loi de simple exposition. C'est un mécanisme de psychologie sociale qui s'applique en publicité, qui est que vous n'avez pas besoin de bien présenter quelque chose pour convaincre quelqu'un. En fait, c'est-à-dire que plus une personne va entendre deux fois le même discours, plus ce discours va lui sembler familier, plus il va avoir confiance dans ce discours-là, et plus ça lui semblera un discours qui est juste et qui est vrai. C'est-à-dire, c'est le principe de la pub. La pub, quand vous la regardez une fois, vous n'êtes pas forcément convaincu que ce produit-là, c'est le meilleur. Par contre, en fait, quand ça fait 25 fois que vous voyez tout le temps une pub passer qui vante un produit, bah, le jour où vous allez voir ce produit dans un magasin, vous allez lui donner plus de confiance qu'un produit dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais en fait, le fait d'en avoir entendu parler encore, ça vous a fait baisser votre défense face à ce produit-là. Bah, l'idée, c'est un peu la même, c'est-à-dire, si on donne toujours plus de place pour que l'extrême droite se parle, même s'ils sont mauvais en débat, même s'ils sont pas convaincants du premier coup, à force de les entendre parler, on va s'habituer à leur discours, et en fait, on va baisser notre garde. C'est un peu ça l'idée. Un autre point qui fait que c'est une mauvaise idée de parler à l'extrême droite, c'est que l'extrême droite s'en fout des faits, elle s'en fout des chiffres, elle s'en fout des apports scientifiques. Elle respecte pas fondamentalement les règles du débat, c'est-à-dire que le but c'est pas
de tendre vers une vérité en essayant de mobiliser des arguments qui sont justes et qui sont vrais, c'est de pouvoir, par tous les moyens possibles, écraser l'adversaire et gagner. Je vous donne un exemple. On parle tout le temps d'insécurité, aujourd'hui dans la société, dans les médias, etc. Pourtant, les chiffres de la délinquance, les chiffres des meurtres, par exemple, etc., n'augmentent pas depuis un certain nombre d'années. Ça fluctue. Il y a des années où ça baisse, il y a des années où ça stagne, il y a des années où ça augmente très légèrement. Mais il n'y a pas une augmentation spectaculaire de l'insécurité, comme le laisse supposer les discours permanents qu'on entend sur des plateaux télé. Et parfois, il y a des gens qui savent ça, qui donnent des chiffres, qui avancent ça, et on va vous répondre, au lieu de vous dire « Ah oui, vous avez raison, vos chiffres laissent à penser que la délinquance est en baisse depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. » On va dire « Oui, mais regardez, il y a un sentiment d'insécurité chez les gens. Les gens ont peur, les gens n'ont pas confiance, etc. » Mais un sentiment, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas des faits. Mais pour autant, tu ne peux pas contredire le sentiment de quelqu'un. Et un sentiment, ça se crée. Un sentiment, ça se crée en polluant l'espace médiatique de débats à la con. Et donc, c'est une stratégie qui est de dire, on parle d'insécurité à longueur de journée, les gens se sentent en insécurité, et ensuite quand vous disent, mais regardez les chiffres, ça prouve rien, vous allez simplement pouvoir dire, oui, mais les gens se sentent en insécurité. Sauf que c'est toi qui as provoqué ce sentiment-là, en partie. J'ai des exemples par exemple là-dessus. Il y avait un débat il y a quelques années que j'avais vu où il y avait Charlotte Dornelas qui est une rédactrice d'un magazine d'extrême droite dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, ça va pas leur faire de pub comme ça, qui discutait immigration. Et en face il y avait Kliment Vektorovitch que vous connaissez peut-être, qui fait de l'analyse rhétorique. Et elle était en train de donner des chiffres de l'immigration. Elle disait, oui, il y a 200 000 immigrés qui arrivent chaque année en France. Ça fait 1 million en 5 ans. C'est trop, vous imaginez, c'est un envahissement, etc. Et Kliment Vektorovitch la corrige en disant, vos chiffres, c'est n'importe quoi. Déjà, en fait, c'est pas tout à fait autant qui viennent sur le pays. Et en même temps, il y en a plein qui repartent. De ce pays. Il y en a qui viennent juste faire leurs études et qui s'en vont. Donc en fait ces chiffres c'est pas du tout ça. Les chiffres de l'INSEE de l'année dernière c'est ça. Alors j'ai plus les chiffres en tête mais beaucoup plus bas que ce que Charlotte Dornelas donnait. Et elle réplique quoi? En fait, elle dit oui, bah vous avez peut-être des meilleurs chiffres, mais vous avez calé à la station de métro, je sais plus le nom de la station, mais en gros une station de métro dans un quartier hyper populaire où en gros il y a que des Noirs et des Arabes parce qu'en fait il y a que des pauvres qui vont là-bas. Elle dit vous avez calé à la station de métro machin, vous allez voir s'il n'y a pas de l'immigration. Mais ça en fait c'est pas des faits, c'est pas des chiffres, ça a aucun sens en termes d'argumentation rationnelle. Mais c'est le genre de choses qu'ils vont me dire en fait. Detecto qui dit ce ne serait pas une bonne idée de débattre avec eux pour permettre de refaire rentrer les idées de gauche dans le paysage politique justement en s'appropriant leur temps à l'antenne. Alors tu es en train de devancer ce que je vais dire Detecto, je vais pas tarder à y venir de ça. Pour l'instant là je suis en train de développer les arguments des gens qui sont plutôt en défaveur de ce débat là, qui pensent que c'est une mauvaise idée de le faire. Donc on a tout ce que je viens de dire là. Ah si, j'ai un autre exemple que je trouve excellent. Sur le plateau de l'heure des pros, de Pascal Pro sur CNews, c'est le café du commerce à longueur de journée. Et à un moment donné, ils ont parlé de réchauffement climatique. Et donc, en fait, le réchauffement climatique, c'est même pas censé être soumis à un débat aujourd'hui. C'est une évidence que, quand t'as 99% des scientifiques qui sont experts du domaine qui te disent il y a un réchauffement climatique qui est observable en ce moment, et que c'est des gens qui ont bossé des années là-dessus, ça semble assez sûr qu'il y en a un. Et bah en fait, vous allez avoir un type comme Pascal Pro qui va vous dire « Oui, mais pourtant, cette année, chez moi, il a beaucoup plu. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça s'est réchauffé ?» Bah en fait, ça, je suis désolé, mais c'est un argument d'extrêmement piètre qualité. Et en fait, c'est le genre de réponse qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une pirouette qui va souvent être rattaché au sentiment personnel, à l'évocation, à l'expérience personnelle, à le fait divers. Regardez, dans cette petite loupe, il se passe ça, ça donne raison à mon propos, alors qu'il y a des études qui montrent l'inverse. C'est un peu ça, la dynamique qu'il peut y avoir. Voilà.
Ensuite, il y a une autre chose que l'extrême droite fait tout le temps, quand elle est mise... en fait, quand vous contredisez quelqu'un d'extrême droite et que vous lui montrez par A plus B que vos chiffres sont justes et que ce qu'il dit c'est de la merde, c'est qu'en fait, il va détourner le sujet en vous attaquant, vous. Avec deux stratégies, vous avez soit l'ad hominem, c'est-à-dire que, en gros, on va tenir un discours pour montrer de l'incohérence chez la personne. Par exemple, imaginons que là, on prend l'exemple de Pascal Praud. Moi, je suis un écolo. Je viens de lui mettre la leçon en lui disant, en fait, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, les chiffres vont pas en votre faveur. Typiquement, il pourrait me faire une attaque ad hominem en disant, ah oui, alors vous parlez d'écologie, vous dites qu'il faut faire des choses dans l'écologie, mais regardez, vous avez un smartphone, c'est pas très écolo, vous êtes incohérent. Ça, c'est le genre d'attaque qu'ils peuvent faire qui est très 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 régulière. Alors ça, c'est une attaque qui peut, à la limite, décrédibiliser la personne qui va tenir un discours. Et peut-être que dans le fond, cette personne, elle n'est pas très cohérente, pourquoi pas. Mais à aucun moment, parce que cette personne, elle n'a pas une cohérence parfaite entre ce qu'elle dit et ce qu'elle dit n'est pas juste. Et plutôt que répondre sur le fond, c'est-à-dire « Ah, vos chiffres sont justes et je me suis trompé et je devrais me faire amende honorable et accepter que je me suis trompé », je vais détourner le sujet en m'attaquant à votre cohérence. Donc ça, c'est l'ad hominem. Et il y a une autre type d'attaque qui est l'ad personam, qui est l'attaque vraiment liée à la personne. Par exemple, une attaque qui peut revenir ad personam, c'est une attaque sur le physique. Notamment l'extrême droite, elle porte des valeurs de virilisme et de force et de domination masculine. Elle peut attaquer sur le physique. Typiquement, un type comme qui est classé plutôt à l'extrême gauche comme Usul qui fait pas mal parler de lui sur YouTube, sur Twitch, etc. Et bah les gens qui l'aiment pas d'extrême droite, ils vont lui dire « Ah, t'as le physique de tes idées » parce que le type est maigre, et donc soi-disant le mec, s'il est maigre, ça veut dire que il manque de force, donc s'il manque de force, ça veut dire que c'est un lâche, donc si c'est un lâche, on s'en fout de ce qu'il dit. Enfin, en gros, c'est ça l'idée de ce qu'ils vont dire, quoi. Ou alors ça peut être des attaques sur tout un tas d'autres choses, mais... Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est des réflexes courants chez l'extrême droite, et ça justifierait le fait de ne pas parler avec eux, parce qu'on perd notre temps, parce qu'en fait, parler face à des gens comme ça sert à rien, parce que de toute façon, ils respectent pas les règles d'un débat qui aurait du sens. Alors, je lis, je vois qu'il y a des réactions. Il y a un exemple où Aymeric Caron humilie Zemmour dans On n'est pas couché sur des chiffres de l'immigration de l'INSEE. Ouais, carrément. Je voulais en parler d'ailleurs. Je suis d'accord. En fait, moi j'ai regardé beaucoup de débats de Zemmour ces dernières années. Et je trouve que Caron, c'était peut-être la fois où il a été mis le plus en difficulté. Parce qu'en fait, Zemmour donne des chiffres. Et en fait, Caron le lâche pas pendant un quart d'heure, et en fait, il arrive à faire quelque chose qui est dur, c'est de ne pas se faire happer par un détournement comme celui que je viens de vous décrire, où Zemmour fait des attaques ad hominem, où il va essayer de ridiculiser la personne plutôt que le discours, et Caron, il se tient aux chiffres en disant « Non mais les chiffres de l'INSEE c'est ça, vos chiffres c'est ça, vous prétendez que l'INSEE ils disent des conneries ? Non !» Et Zemmour, là, il fait une pirouette rhétorique, encore une fois, il n'admettra jamais qu'il a tort, il a dit en gros, oui mais vous savez, comme a dit le prix Nobel de physique, je sais plus qui, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et ça c'est quand même super drôle, parce que Zemmour, un quart d'heure avant, il agitait des chiffres comme comment dire, argument d'autorité, et quand on lui fait voir que ces chiffres sont faux, il répond, mais les chiffres on peut en dire ce qu'on en veut. Et donc en fait la preuve que discuter avec quelqu'un comme ça, c'est en fait être confronté à de la malhonnêteté intellectuelle, et donc c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement laborieux. Oberon 95, il dit: est-ce que le temps de parole de Baptiste est décompté par le CSA? Non, mon temps de parole n'est pas décompté, je crois pas. Et Zemmour aussi a fait une charge hyper violente pendant le débat, au dernier debunk. Alors oui, je vais aller voir ça plus tard. En fait, on va en parler pendant le débat. J'ai pas regardé le débat encore, mais je sais qu'apparemment, à un moment donné, il y a eu une partie où il y a eu une partie de vérification des infos pendant le débat Zemmour-Mélenchon, et que Zemmour a été hyper agressif envers la journaliste. Et donc, encore une fois, vous voyez, on va aller sur des faits, on va aller montrer que les faits, ils sont pas forcément à l'avantage de Zemmour. Réponse de Zemmour, agressivité personnelle. Moi, je me rappelle pas précisément ce qu'il a dit, mais on pourra voir ça tout à l'heure. Et dernière chose
qui justifierait pourquoi on n'est pas censé parler avec l'extrême droite, c'est la loi de Brandolini. La loi de Brandolini, c'est l'idée, c'est ce qui désigne en fait le fait que il est beaucoup, beaucoup plus long et chiant à déconstruire une affirmation fausse qu'à la formuler. C'est-à-dire, moi, typiquement, je vais dire les licornes existent, prouvez-moi le contraire. Ça m'a mis 5 secondes à le dire. Et en fait, quelqu'un en face va devoir passer un temps en disant, en recoupant des faits, en recoupant des situations, en évoquant éventuellement des scientifiques, des travaux pour dire, mais non, en fait, regarde par A plus B plus C, en fait, on n'a aucune preuve que les licornes existent, en fait. Et ça va être un temps long, perdu, à décrire quelque chose qui a pris 10 secondes à l'autre à formuler. Et ça, c'est un piège qui arrive tout le temps, où ils vont dire des conneries sur les immigrés, sur les femmes, sur les homosexuels, sur les dangers que ça représente. Et en fait, on va perdre énormément de temps à déconstruire ça. Et pendant qu'on le fait, déjà, faut pas croire que l'autre attend patiemment. Il va passer notre temps à essayer de nous déstabiliser, donc on va pas avoir le temps de développer correctement ce qu'on dit, et on va avoir l'impression qu'on se justifie. Et on va passer du temps à discuter un énoncé qui était faux de base, plutôt que de le réfuter en disant ce que vous dites juste c'est tellement n'importe quoi que je devrais même pas perdre mon temps à en parler. En fait, on va discuter, et en fait, ça va d'une certaine façon, rien que le fait, les efforts que je vais produire à montrer que c'est faux vont accorder de l'importance à l'idée qui a été énoncée. Et donc, un observateur neutre va pouvoir se dire « Ah, mais finalement, si ça lui prend tant de temps, c'est que c'est peut-être pas si facile que ça. » Alors qu'en fait, des fois, juste recouper des faits, les expliquer, faire des démonstrations, c'est coûteux en temps, en énergie, etc. Et moi, là, pourquoi, en fait... j'ai choisi un peu ce format-là, ce format Twitch aussi, moi. C'est parce que, personnellement, j'ai besoin de temps pour dire ce que j'ai à dire. J'aime bien papoter aussi. Et en plus, j'ai pas de contradicteur face à moi, à part éventuellement le chat qui peut me dire quelque chose, qui peut être intéressant parfois. J'ai le temps de dire ce que j'ai à dire, sans être trop perturbé, etc. Et donc, il y a plein de gens qui disent, en fait, si vous voulez lutter contre l'extrême droite, allez pas parler en direct avec eux devant plein d'autres gens, et allez pas leur donner de l'importance médiatique, allez pas leur faire profiter de votre audience, critiquez-les, mais de votre côté, en fait. Parlez devant votre audience, expliquez pourquoi ce qu'ils disent c'est de la merde, comme ça vous pouvez contrôler... Pour en revenir aussi à ce que disait beaucoup plus tôt Bourdieu, enfin tout à l'heure je citais ce que disait Bourdieu sur le cadre journalistique qui est un cadre où on doit parler extrêmement vite, on saute toujours du coq à l'âne entre les sujets, on a éventuellement on est coupé dans nos réflexions, dans nos interrogations, etc. On n'a jamais le temps d'aller au bout de ce qu'on veut dire, et donc du coup, ça va pas forcément aller à l'avantage de quelqu'un qui a un fond à développer. Detecto, tu dis les gens de l'extrême droite, ce sont des sophistes. Bah tout à fait. Ce que je décris depuis tout à l'heure, c'est une liste de sophismes. Et en fait, l'extrême droite n'a que deux choses à proposer, c'est des valeurs morales et du sophisme et de la malhonnêteté intellectuelle. Sauf qu'en fait, ça, c'est long, chiant, coûteux à contourner, à combattre. Et en fait, dans un univers médiatique qui n'est pas ton avantage, ça peut favoriser la personne d'extrême droite et donc potentiellement convaincre des gens qui n'étaient pas forcément ouverts à ces idées-là à l'origine. Donc voilà, toutes les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas parler avec eux. Mais il y a aussi des éléments où on peut dire, là, dans ce cas-là, précisément, c'était important de discuter de faire ce débat-là. Moi, j'en ai quand même relié un ou deux. Effectivement, ce que disait Detecto beaucoup plus tôt, c'est, mais oui, mais si on arrive à ramener nos thèmes, nos idées de gauche devant leur public, là aussi, d'une certaine façon, on travaille sur
sur la fenêtre d'Overton dont je parlais précisément. On va amener des idées de gauche face à des gens qui pensent à droite. Évidemment, la première fois, ça va pas leur plaire, etc. Mais peut-être que si on multiplie ces occasions-là, au fil du temps, ils vont aussi, eux, être entre guillemets perméables à notre discours, et ça va les faire évoluer. Et au-delà de ça, qui est de dire, puisque l'extrême droite, ils disent globalement des trucs qui sont faux, si on arrive à les démonter, à démonter ce qu'ils disent devant public et montrer à quel point c'est malhonnête, ça peut éventuellement marcher. Et là où ça peut se justifier dans le cas Mélenchon-Zemmour, c'est que Zemmour, lui, ça fait déjà des années qu'il passe à la télé, qu'il passe de plus en plus à la télé, enfin peut-être pas de plus en plus, mais en tout cas, il a une place considérable dans les médias, il a le temps de dérouler ses idées quand même. On a effectivement pas mal de journalistes, pas mal de personnalités médiatiques qui n'aiment pas Zemmour, mais qui sont souvent des très mauvais contradicteurs, qui ont souvent pas le niveau, qui n'ont pas assez travaillé les sujets, et donc ils font que c'est des punching balls. C'est super facile pour Zemmour de leur rentrer dedans parce que ils ont que des petites ils ont que quelques petits arguments à sortir, mais qui sont pas assez travaillés, assez fournis, etc. Ils n'ont pas un contre-projet de société à fournir, et donc du coup, ils s'effondrent face à lui. Alors qu'on peut dire, bon, bah Mélenchon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience politique, qui a un gros programme avec des idées complètes, concrètes à proposer. C'est quelqu'un qui est connu pour être extrêmement dur en entretien. Et donc ça va pas être facile d'être face à lui, il va pas se laisser déstabiliser, etc. Peut-être, c'est possible, on va voir ça ce soir justement. Et donc Oberoun, tu dis, la bonne raison du débat pour moi c'est de donner de l'audience à la campagne de Mélenchon déjà. Et bah effectivement, quand on voit qu'il y a eu 3,8 millions de téléspectateurs, peut-être qu'il y en a une très grosse partie qui ne regarde d'habitude jamais les interviews médiatiques de Mélenchon et qui vont pouvoir l'entendre parler de son discours, de son programme, et qui vont découvrir des propositions de gauche, et peut-être que ça va pas leur faire de mal. Je suis d'accord. On peut dire l'exact opposé. Peut-être qu'il y a des gens qui n'écoutent jamais Zemmour en temps normal, qui ont été attirés par ce débat-là, qui l'ont regardé et qui ont entendu des trucs odieux sur l'immigration, les voiles, les femmes, ou je sais quelle autre merde de l'histoire de France magnifiée, etc. Donc voilà. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Mélenchon s'est mis d'accord avec Zemmour avant l'émission, pour dire on va diviser notre soirée en deux. Il y aura une partie, ce sera les sujets de Zemmour, immigration, sécurité, la nation, patati patata, et une partie ce sera les thèmes de Mélenchon, questions sociales et écologiques. Et en fait, Mélenchon, de toute façon, chaque fois qu'il va dans les médias, qu'il le veuille ou non, on lui parle d'immigration parce que les médias en parlent tout le temps, alors que des fois il n'a pas l'occasion de parler de ces sujets. Donc là, la moitié de l'émission va être consacrée à ces sujets, enfin à des sujets de gauche. Et donc c'est peut-être pas rien, et c'est peut-être intéressant. Après, là ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que, et je suis sûr que ce que va faire Zemmour, c'est qu'il va essayer de ramener, pendant le temps des sujets consacrés au social, ramener des thématiques de droite. Est-ce que Mélenchon va tomber dans le panneau ou pas? C'est un peu ça le truc, quoi. Et par contre, ouais, t'as raison de le souligner, Oberoun, la première partie de l'émission, elle est consacrée à l'immigration. Donc ça veut dire que quand même on commence sur les sujets de Zemmour. Ça, c'est quand même pas terrible, quoi. Et notamment, il y a peut-être plus de gens qui regardent en première partie de soirée qu'en deuxième partie de soirée. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Et moi, il y a un dernier truc que j'ai envie de dire qui est hyper important. Pour moi, ça dépend la posture que va adopter Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que s'il a une posture d'ouverture à la discussion et en compromis, entre guillemets, une posture de quelqu'un de... j'attends d'entendre ce que vous avez à dire et je vais le considérer, etc. Déjà, moi, je serais très déçu de lui. Et je pense qu'il va être fermement critiqué par une partie de la gauche. Parce que, en fait, ce que je vous expliquais avant, c'est l'extrême droite ne respecte pas les règles du débat. Donc, en fait, si vous arrivez, entre guillemets, en étant gentil et bien intentionné, et en voulant vraiment entendre ce qu'ils disent, en fait, ils vont dérouler et ils vont vous écraser. Et il n'y a pas d'autre choix. Moi, ça c'est pour le coup, c'est purement personnel ce que je dis, c'est mon opinion. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix qu'arriver en étant hyper offensif et de vouloir à tout prix imposer ses thèmes, dénoncer son adversaire, le confronter, ne jamais le lâcher et être agressif en fait, parce que c'est un combat politique. En fait, faut au bout d'un moment accepter le fait que
cette partie-là de la sphère politique, ces idées-là, on voudrait pas les voir en fait. On voudrait pas les voir, on veut pas voir ce projet exister. Et en fait, il faut pas lui donner la moindre chance. Par contre, il faut faire attention. Oui, c'est un combat à mener, mais il faut pas tomber dans le même jeu que l'extrême droite, c'est-à-dire ne pas utiliser les armes qui vont les armes qui vont aller sur leur thème, enfin qui vont comment dire, les armes qui vont les renforcer eux. Par exemple, dans des discussions comme ça qui sont très intenses, on peut vite avoir des postures, notamment un mec comme Mélenchon, il en a déjà eu, des postures de virilité, de machisme, de jouer les gros bras, etc. Et ça en fait, ça c'est typiquement la façon de faire et de vivre de l'extrême droite. Et en fait, ça les légitime, quoi. Et d'ailleurs, moi, ce qui me questionne un petit peu quand même, enfin, je me dis, pour le coup, Mélenchon, ce qui sera plus facile pour lui, c'est qu'il sera moins fortement attaqué que si c'était, par exemple, Rokhaya Diallo en face. C'est-à-dire une femme noire. Lui, c'est un vieux homme blanc. Et déjà, ça, pour l'extrême droite, c'est plus facile à entendre, c'est plus facile à, entre guillemets, à tolérer, à supporter. Et c'est pas juste, en fait. C'est pas juste parce que peut-être qu'une personne comme typiquement Rokhaya Diallo, elle serait peut-être meilleure débattrice que Mélenchon, mais de base, elle aurait déjà plus à prouver. Et le piège de Mélenchon, c'est de jouer là-dessus et de jouer le gros bras avec Zemmour. Notamment, moi j'ai vu juste j'ai pas regardé l'émission encore une fois, mais j'ai vu un ou deux extraits passés où par exemple il attaque Zemmour sur le physique en lui traitant de petit bonhomme, donc en jouant sur sa petite taille. Bah, personnellement, je trouve que c'est nul à chier. Je suis pas triste pour Zemmour, hein, je veux dire, j'ai aucune considération pour lui, mais en fait, qu'est-ce que ça véhicule politiquement aux gens qui te regardent d'attaquer sur le physique et sur l'aspect frêle de la personne. En fait, c'est en gros, on dirait un facho qui parle quand ils vont voir Usul pour le dire t'as le physique de tes idées. C'est aussi stupide que ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu marques pas des points pour les idées de gauche, quoi. Donc pour moi, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est ces erreurs-là dans lesquelles il peut tomber. Et la dernière chose qui va être un enjeu dans ce débat, c'est les questions historiques. Zemmour passe son temps à se donner un vernis intellectuel et cultivé en parlant d'histoire, l'histoire de France, les grandes figures, et il se donne une aura d'autorité de sachant en disant « mais oui, mais… souvent en plus pour dire des trucs horribles. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand des historiens font du fact-checking, Zemmour raconte tout le temps des conneries. Il essaie de réhabiliter toujours des figures qui puent la merde, du genre Pétain et Napoléon, en disant non mais ils étaient pas si méchants, c'est grâce à eux que la France en est là aujourd'hui, patati patata. Et en soi il a tort. Mais quelqu'un qui connaît pas sa culture sur le bout des doigts, enfin sa culture historique, on peut vite se dire waouh, ce mec il en sait des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon aussi a une grosse culture historique et littéraire, et qu'il va peut-être pouvoir rebondir là-dessus, il va peut-être pouvoir arriver à trouver le bon contre-argument au bon moment. Donc ça peut être important aussi. Ça peut être, donc voilà, en gros là c'est un peu, je vous ai résumé je pense les enjeux à la fois politiques, médiatiques de cette rencontre, les stratégies qu'il peut y avoir sur le plan rhétorique et sur le plan du fond, et la question que moi j'ai pas élucidée, qui est est-ce que c'est une bonne idée stratégiquement quand on est de gauche d'aller faire ce débat là. Et en fait moi ce qui m'intéresse qu'on en discute ce soir ensemble dans le chat, c'est en fait est-ce que cette émission là est-ce qu'on va se dire, est-ce que Mélenchon il a la posture qui fait que on peut se dire à la fin ah, ok il a bien fait d'y aller, entre guillemets, la personne neutre qui a allumé sa télé, enfin entre guillemets, la neutralité ça n'existe pas, mais qui aime pas spécialement ni l'un ni l'autre et qui est, allez je sais pas moi, plutôt libéral par exemple, plutôt centriste, et ben qui se dit apolitique, qui se questionne pas trop là-dessus, est-ce que cette personne-là, à la fin de la soirée, elle aura plus retenu des idées de gauche que des idées de droite? Et ben c'est ça qui va être un peu l'enjeu de ce soir, de voir ça quoi. Et donc on va essayer de s'intéresser à ça, et s'intéresser aux stratégies rhétoriques des deux, voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour être convaincants ou pas. Je lis juste le chat et on fait une mini pause d'1 minute. Il faut que je boive un petit peu, que j'aère parce qu'il fait très chaud. Donc je vais aérer. Et après on va reprendre. Je lis juste vos messages d'abord.
Alors il y a MSIJ qui dit: c'est peut-être juste une considération par rapport à autre chose que son physique, disons son intellect. Après, pour ce qui est du petit bonhomme. Ouais, enfin quand même l'idée de dire petit... Moi j'avoue que j'ai du mal à entendre autrement petit bonhomme que tu es petit. Et en plus, ouais, enfin... Je trouve que c'est assez bas comme type d'attaque. Et je trouve que c'est digne d'une attaque de quelqu'un d'extrême droite et que c'est un peu naze. C'est pas pour autant que je suis pas pour être hyper virulent contre Zemmour, lui rentrer dedans tout le temps, mais sur ce qu'il dit, sur ce qu'il défend en fait. Son allure, honnêtement, on s'en fout quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie que des gens qui aiment bien Mélenchon se disent: ah ok, c'est cool d'aller se foutre de la gueule des gens petits en se foutant de leur gueule, enfin en les dépréciant, en les dévalorisant. Non, en fait, c'est digne d'une petite brute de cours d'école quoi. Je suis pas très fan de ça. Après, tu dis quoi? Est-ce que c'est quelque part, c'est pas nécessaire pour rameuter des jeunes qui sont aussi tentés par ce discours viriliste promu par des gars comme Papacito par exemple? Franchement, en fait, moi je pense que il y a une partie des gens qui sont récupérables, mais franchement, quand t'es fan de Papacito, t'es déjà loin quoi. T'es déjà loin, c'est déjà dur d'aller récupérer ça. Et ouais, ça peut être. Pourquoi pas. Mais après, faut que t'arrives à déconstruire ce que t'as dit en mode quand même. La masculinité, c'est de la merde, quoi. Et ce côté viriliste, et je sais pas si Mélenchon fait ça. Donc, je suis assez partagé. D'ailleurs, c'est un truc que il y a des gens que moi je considère comme des confus sur YouTube. Je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie de faire des trucs de clash ou je sais pas quoi. Mais en gros, qui disent oui, pour faire gagner la gauche, il faut parler comme la droite. Bah en fait, je vous renvoie à la première. Si vous étiez pas là avant, je vous renvoie à la première heure d'émission que je viens de faire, où je parle de la fenêtre d'Overton, où je parle le fait de jouer sur les idées des gens. Moi, je pense que le meilleur moyen de rattirer des gens vers la gauche, c'est de parler de trucs de gauche en fait. Voilà, c'est tout. Après, Arthur, tu dis Mélenchon a permis de rendre le potentiel candidature de Zemmour officielle et donc de diviser la droite. Bah voilà, en fait, voilà. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose que Zemmour se présente ou pas? Il y a des gens qui vont dire: ah bah oui, parce que du coup, il y a une partie de l'électorat de Le Pen qui va aller vers Zemmour, une partie de l'électorat de LR qui va aller vers Zemmour, et avec un peu de chance, il n'y aura pas de candidat plus à droite que Macron au second tour. Il y a des gens qui disent ça. Ok, moi ce que j'ai envie de vous répondre, c'est si jamais, et c'est pas, vu les rapports de force en présence et le nombre de candidats à gauche aussi, c'est pas impossible du tout qu'il y ait quand même un candidat à droite de Macron qui soit au second tour. En fait, ce qui va se passer, c'est juste que les autres vont se rallier à lui, ils vont dire bon, allez, votez pour. Disons que si Le Pen passe par exemple au second tour, Zemmour dira voter pour Le Pen, a priori. En fait, bon, le problème sera pas réglé, et au-delà de ça, on aura eu une autre personnalité sur tous les plateaux télé, qui va être considéré dans le temps d'antenne, qui va participer au débat où il y aura tous les candidats, qui va tenir des propos de droite. Et donc en fait pour moi, je vois pas ça comme une victoire parce que je vois les élections pas seulement comme une bataille pour gagner un titre maintenant, mais une bataille culturelle pour façonner des idéaux politiques de plein de gens en fait. Et je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai vu régulièrement chez les fans de Mélenchon, la critique de, par exemple, Philippe Poutou en disant ouais, pourquoi Philippe Poutou il se présente, de toute façon il va faire que 1% d'audience, pardon, 1% de vote, enfin de résultats aux élections, et c'est 1% qui aurait pu aller chez Mélenchon, c'est nul, ça divise les votes, etc. Ouais, sauf qu'en fait, pendant les débats de 2017, Mélenchon, il a pas eu besoin à perdre du temps de discussion pour aller taper sur Fillon, par exemple, en soulignant le fait que c'est un mec qui détourne de l'argent public, etc. En fait, Poutou l'a fait pour lui, il a fait du taf pour faire avancer pour attaquer des adversaires, et il a fait du taf aussi pour faire avancer des idées de gauche. Et ça, eh ben, peut-être que ça a pris 1% des électeurs. Reste à savoir s'ils auraient vraiment voté pour Mélenchon, c'est pas sûr, parce que c'est pas la même façon de penser non plus. En attendant, il a fait aussi du boulot en tenant des discours que Mélenchon n'a pas eu besoin de tenir, et il a pu avoir du temps pour avancer ses idées à lui. Mais les Français sont majoritairement de droite. Alors, je suis pas si sûr de ça. Et justement, comme je disais plus tôt,
je ferai une émission qui sera consacrée que à la sociologie électorale et et aux idées politiques et aux comment les gens se positionnent dans le débat gauche-droite, etc. Je ferai une émission que là-dessus. J'ai déjà préparé quelques trucs, je sais pas quand ce sera, mais c'est pas si évident que ça. Voilà. Je m'arrête de parler, j'ai beaucoup trop parlé. Déjà, vu l'heure, je sais que j'aurai pas le temps d'aller au bout du débat avec vous, et c'est dommage, mais c'est pas grave, on va quand même en regarder pas mal. Là, je vais faire une pause. J'arrive dans 1 minute, donc ne partez pas, il n'y a pas de souci. Je vous propose juste, pendant cette petite pause, si vous l'avez pas fait, de suivre ma chaîne Twitch, donc de follow. D'ailleurs, merci à Outrank et La Gauche de Feu d'avoir suivi la chaîne. Vous pouvez me trouver si vous tapez École Rouge sur Facebook. C'est sur Facebook que j'annonce les dates et les heures de live, etc. Et je vous link aussi ma chaîne YouTube où il y a toutes les rediffs. À savoir que j'ai des bugs de son sur les rediffs Twitch. Donc, par exemple, là, le débat, il n'y aura pas le son du débat. Je peux pas vous dire pourquoi, j'arrive pas à régler ça sur Twitch. Mais sur YouTube, dès demain, j'aurai mis la rediff complète de cette soirée. Donc par exemple, si vous avez qu'une demi-heure à écouter et que vous avez envie d'écouter le reste de l'émission dans la semaine, et ben vous pouvez. Donc je vous ai mis le lien de la chaîne. Je pars 2 secondes et à tout de suite.